Ici Jean-Dominique Leduc. Bienvenue au 9e épisode du balado Entre deux cases. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Jean-Paul Hyde, doyen et auteur incontournable de la bande dessinée québécoise, à qui l'on doit notamment Jérôme Bigras, Le Petit Astronaute, ainsi que Mémoria et La Femme aux cartes postales, en collaboration avec Claude Paiement. Jean-Paul, salut! Salut! Merci beaucoup de me recevoir dans ta cuisine. Oui, c'est Maintenant, ça. je suis en mode disco mobile. Oui, exactement. La cuisine, c'est le lieu de toutes les rencontres. Ouais, on est québécois, on ne l'est Voilà, pas. Hein. exact. Donc, voilà. Donc, pour le bénéfice des auditrices, auditeurs, je suis dans la cuisine de Jean-Paul et très, très heureux de te recevoir. D'ailleurs, Jean-Paul, je te mets dans mes habitués. Lorsque je suis arrivé au Journal de Montréal, ça a été ma première entrevue. Dans mes balados précédents, ça a été dans mes premières entrevues. Alors, il y a quelque chose. OK. C'est comme si je rentrais à la maison, en quelque part. Écoute, t'es le bienvenu. Je vais te laisser la clé. Fait que j'ai amené mon lavage, Ouais, se faire une petite brassée. Écoute, Jean-Paul, l'album Le Petit Astronaute, paru en 2021, ne cesse de cumuler les éloges, les prix. C'est un album qui a, depuis sa parution, une superbe vie. Et moi, lorsque je l'ai lu la première fois, je me suis dit, clairement, cet album-là va devenir un album de fond de la bande dessinée québécoise. Un album qui se vend très très bien. Et d'ailleurs, là, j'ai quelques petites notes, je vais être sûr et certain. Vas-y. Album qui a remporté quelques prix. Quand même. Critique de l'ACBD, le prix de la critique ACBD en 2021, des libraires en 2022, des collégiens en 2022, du Salon du livre de Trois-Rivières, le prix Marc-Olivier Lavertu. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Ouais. T'es peut-être pas la meilleure personne pour répondre à la question que je vais te poser, mais je vais te la poser quand même. Comment se fait-il que ton album ne s'est pas retrouvé en lice au Festival international d'Angoulême? Je comprends pas. Je le sais pas, honnêtement. On avait des aspirations quand même, des espoirs. Il y a eu... faut revenir aussi à l'époque, 2021. On est en pleine complication pandémique de bateaux qui n'arrivent pas au port, de papier, de blocage en Chine et tout ça. Puis il y a eu durant l'année des périodes, c'était des, tu sais, on savait pas quand le stock allait arriver. Puis bref, il y a eu un faux départ en fait avec le petit astronaute en Europe à cause de toutes ces circonstances-là. Ceci dit, ce n'est pas c'est pas arrivé qu'à nous là. Tous les éditeurs ont trouvé ça extrêmement difficile. Et je me demande s'il n'y a pas un peu de ça, qu'il n'est pas arrivé entre les bonnes mains au bon moment. Maintenant, bon, écoute, de toute façon, avec les prix, tu sais... Évidemment, des prix, c'est politique, on le sait. c'est politique, puis c'est des questions de goût aussi, tu sais, surtout dans des cas comme à Angoulême, où tu as un jury, là, tu sais, c'est pas une académie, c'est pas... alors, écoute, des jurys, ça dépend des goûts de la gang qui sont autour de la table. Tu sais, fait que ça peut aller à gauche ou à droite. Là, puis, d'ailleurs, on a vu, je sais pas si tu as vu la liste des gagnants du festival d'Angoulême cette année. Non, j'ai pas fait attention, non. Écoute, moi, c'est la première fois que de tous les titres, et là, on parle de 12 titres qui ont remporté des prix, je n'en ai lu aucun. Et c'est pas comme si je lisais une bande dessinée aux 6 mois, là. Donc, évidemment, oui, c'est beaucoup coloré, je pense, par les membres du jury, tout ça, mais quand même, puis tu sais, c'est pas une question d'être chauvin. Le Petit Astronaute, pour moi, c'est un grand album, et c'est un grand album, pas parce qu'il est québécois, c'est un grand album, point. Alors, pour moi, il est de la stature... là, je ne vais pas énumérer. Par exemple, je veux juste parler de l'Arabe du futur. Hein. L'Arabe du futur a un immense succès. D'ailleurs, il a remporté le Grand Prix. Avec raison. Bien que ce n'est pas du tout dans la même tonalité. Non, du tout. Pas du tout. Mais il y a cette même universalité-là au niveau de ton album. Donc, voilà. C'est sûr que moi, quand j'avais vu
les albums en lice Angoulême, j'étais étonné. Je me suis dit, mon Dieu, comment se fait-il que le petit astronaute ne s'y trouve pas? On le saura-t-on un jour? Ceci dit, j'ai oublié de mentionner également que ton album détient la première place au niveau des emprunts à la Grande Bibliothèque. Ben oui. Et ça, c'est la Grande Bibliothèque à Montréal, mais également dans le réseau des bibliothécaires de la Grande Capitale. Là, c'est la bande dessinée adulte la plus empruntée de l'année précédente. Ah non, écoute, moi, c'est des chiffres qui me renversent. En fait, je suis super content et un peu surpris, et en même temps, écoute, j'entends les commentaires des gens, puis je comprends quelque part ce que cette bande dessinée-là vient faire. C'est qu'elle a quelque chose de, comme tu dis, d'universel. On dépasse complètement la sphère des amateurs de bande dessinée de par le sujet. Ça va toucher beaucoup de monde qui sont des lecteurs et qui, mon Dieu, par réflexe, ne vont pas dans la section de bande dessinée, que ce soit à la bibliothèque ou dans une librairie. Puis moi, c'est ce que je dis souvent, c'est un peu le combat que j'essaye de mener depuis que je fais de la bande dessinée, mais particulièrement avec La femme aux cartes postales, Le petit astronaute, c'est d'aller chercher ces gens-là. Parce qu'au Québec, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on est chanceux de faire de la bande dessinée ici pour la bonne et simple raison qu'on n'a pas un marché saturé. Quand tu regardes en Europe, écoute, ils se battent au sang pour avoir de l'espace tablette dans les librairies. Il y a des boîtes qui reviennent même pas ouvertes. C'est un peu la fuite par en avant là, des éditeurs de sortir des titres. Ici, ce qui est bien, c'est que, on s'entend, c'est jamais des gros chiffres de vente de façon générale, mais il y a tout un lectorat qui n'est pas encore exposé à la bande dessinée et qui est à chercher. Je pense que, bon, on revient toujours à l'exemple de Michel Rabagliati, qui a fait un énorme... un exploit, une brèche comme ça à travers cette cloche de verre, mais... Il faut qu'il y ait d'autres mondes que Michel qui aillent chercher les gens par le cœur puis les amènent vers la bande dessinée. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je rencontre beaucoup de monde, particulièrement avec Le petit astronaute, qui me dit c'est la première fois que je rouvre une bande dessinée depuis ma jeunesse. Moi, chaque fois que je fais ça, écoute, j'ai envie de faire une petite coche, là, de dire « Ah, j'en ai eu un de plus. » C'est drôle parce que pendant des années, il y a quelques années, j'ai été libraire et... souvent, moi, quand un lecteur ou une lectrice se présentait à la librairie et cherchait à lire un album entre deux pôles, quand La femme aux cartes postales est parue, là, je me suis dit « Yes, j'ai un album ». Le retour de l'Iroquois de Louis Rémillard, entre autres aussi, c'est un album que j'ai beaucoup mis entre les mains des gens pour d'autres raisons, mais tout à fait, ouais. Mais que ce sont des albums qui ont cette propension-là à sortir du cadre restreint du lectorat de la bande dessinée ici au Québec. Et c'est ça. Donc, c'était amorcé avec la femme aux cartes postales parce que tout à coup, on n'a pas besoin c'est ça, d'être un lecteur de fond de bande dessinée. Exactement. Puis c'est quelque chose dont il faut profiter ici parce que... Tu sais, je pense qu'on en avait déjà parlé dans une entrevue. Ça se peut au nombre de fois que je t'ai interviewé. Mais qu'il faut qu'on s'approprie notre histoire et il faut qu'on s'approprie notre façon de faire à nous. Oui. Puis ça, à un moment donné, il faut arrêter. Puis je pense qu'on est en train de le faire, là, visiblement, quand tu regardes les catalogues de Pow, par exemple, de La Pastèque. Visiblement, il y a une manière maintenant de faire la BD pour les Québécois. Oui. Et sans singer ce qui se fait en Europe. Je ne veux pas dire que c'est mal ce qu'ils font. Eux autres sont adaptés à leur lectorat, mais il ne faut pas penser qu'on peut simplement reprendre les sujets qu'ils vont traiter, les amener ici, les faire dessiner ou écrire par des Québécois et que ça va marcher. Non, on a un lectorat qui n'a pas cette culture BD. Et donc, il faut en profiter parce que c'est un poids en moins. Tout est à faire chez nous. Nous autres, avec la bande dessinée, on est capable d'aller faire des sujets qui ne sont pas dans la tradition de la bande dessinée, particulièrement au Québec. Oui. Parce que les gens n'ont pas d'attente. La bande dessinée québécoise, on ne sait pas de quoi elle a l'air. On est en train de la faire. T'sais. On est en train de l'écrire. On est en train de la faire lire. Mais c'est fou quand on y pense parce que la bande dessinée, ça fait pas 25 ans qu'il y a ça au Québec. Ouais. Je veux dire, Albéric Bourgeois avec
avec Timothée au début du 20e siècle. C'est ça. Mais c'était c'était dans la presse, évidemment. C'était dans le journal. C'était un lectorat qui était souvent... c'était des succès isolés aussi. Les quelques succès qu'on a eus, quand tu les mets là, sur la ligne du temps, les vrais... Crow a été quelque chose qui a duré dans le temps et qui a permis d'avoir une certaine fondation à une certaine époque. Là, oui, mais Crow aussi, l'important, puis ça a été amorcé dans le fameux printemps de la bande dessinée québécoise, c'est que tout à coup, on a visé l'aspect pérenne de la bande dessinée. Et c'est pour ça que des jeunes Réal Godbout et compagnie, au début des années 70, ont visé d'abord des fanzines, des magazines, mais aussi l'idée d'album. Parce que ce qui fait qu'on ne connaît pas notre bande dessinée, c'est qu'en fait, elle est inaccessible en ce moment. Oui. C'est ça. Puis même Chartier, avec Onésime, il y avait eu quelques albums. Mais je dis, c'est introuvable. Exactement. Mais c'est ça. Mais ça, c'est ce qui est arrivé à partir de quoi? Je dirais à peu près les années 2000, la fin des années 90, il a commencé à en avoir. Et c'est à partir de ce moment-là où on a troqué, en fait, le nombre de lecteurs, parce qu'on a rejoint bien plus de lecteurs avec les magazines à l'époque, mais pour la pérennité. Voilà. Et pour une tradition. Et pour une tradition, et puis aussi pour qu'on puisse savoir d'où on vient. Parce que, tu sais, la mémoire, elle se retrouve justement sur les rayons des bibliothèques. Si on ne les a pas sur les rayons des bibliothèques, on ne sait pas d'où on vient. Et je pense qu'une des forces actuelles de la bande dessinée québécoise, c'est justement qu'on est capable de consacrer certaines œuvres au sens où ce sont des œuvres mon Dieu, légendaires, que ce soit les Onésime, Réal, tous les auteurs du printemps de la bande dessinée québécoise. Aujourd'hui, on est capable de dire on vient de quelque part. Mais il fut une époque où on recommençait continuellement le début de la BD parce que ça disparaissait pour mieux réapparaître dans un autre journal ou une autre publication. C'est très juste. Mais dans ton cas, comme dans celui de Réal et de quelques auteurs au Québec, ce qui est assez particulier et ce qu'on ne voit pas, je pense, en tout cas en Europe, c'est que par exemple, dans ton cas, avec Le Petit Astronaute, tu es dans une production contemporaine, mais moi, je te mets aussi dans la case patrimoniale avec Jérôme Bigras, parce que Jérôme Bigras, qui a été créé au milieu des années 80 pour le magazine Crow, oui, il y a eu des albums dans les années 90 aux éditions Crologiques qui sont devenus épuisés, puis par la suite qui ont été repris aux éditions de La Pastèque. Même chose pour Red Ketchup, pour Michel Risque. Donc, vous autres, en plus, c'est ça qui est particulier. Et c'est d'autant plus particulier que dans ton cas, Le Petit Astronaute, il y a des milliers de lecteurs québécois qui t'ont découvert avec cet album-là et qui n'ont aucune idée tout à fait. que tu es l'auteur derrière Jérôme Bigras et qui connaissent même pas Jérôme Bigras. Moi, des fois, je rencontre du monde et je fais mon coming out. Je dis, Jérôme Bigras, ça veut dire quelque chose? Ouais, c'était moi. Je dis, voyons donc. C'est quand même fou, c'est quand même particulier. Et je trouve aussi que c'est vrai que ces dernières années, on a eu droit à des œuvres qui visent l'universalité et qui sortent des sentiers battus du lectorat confiné. Géant au pied d'argile, qui est paru aux éditions Moël Graphique avec Alain Chevarier et Marc. Et cet album-là, moi, j'ai lu ça, j'ai été complètement soufflé. La Méduse de Boom, même chose. Alors, c'est des albums comme Le Petit Astronaute qui, en partie, proviennent d'un fait vécu. Parce qu'il y a eu une authenticité. Mais un train dans la nuit. Ben oui. Ça aussi, c'est un album qui est allé rejoindre des gens pour toutes sortes d'autres raisons. Ça, c'est un bel exploit d'aller chercher des gens de... Oui, puis dans un genre différent, parce que là, on est dans le documentaire. Exactement. C'est un album qui est adapté d'une enquête journalistique d'Anne-Marie Saint-Cerny, que Christian Quesnel a mis en image, récit auquel, lui, il a insufflé une certaine poésie, pas une certaine, une poésie, et qui fait en sorte d'ailleurs que cet album-là, quand on le lit, l'impact, la force de cet album-là, on ne peut pas le retrouver dans l'enquête écrite parce que tout à coup, dans le découpage, dans les mécanismes de la bande dessinée, il y a toute la séquence où on a la superposition de 4 cases avant l'accident, pendant l'accident et après l'accident, et tout ça en 3 pages. Oui, tout à fait.
tout est dit. Tout est dit, oui, c'est ça, mais probablement, enfin, je présume qu'ils ont dû couper énormément par rapport à l'essai parce que ça n'avait pas la même fonction non plus. Non. Tu sais, un album comme ça, je pense que tu vas tenir tu vas chercher les gens par la main, puis écoute, c'est de l'émotion particulièrement bien rendue par Christian, qui est un maître de ce genre d'astuces-là, pas de mise en page, mais de découpage très ingénieux. Parce qu'il s'est appuyé, parce que moi je l'ai lu, évidemment, j'étais très curieux de lire cette enquête-là, et c'est très, très poussé. Saint-Cerny est allé jusqu'à New York, là, courir après les pontes de cette compagnie ferroviaire-là, tu sais, et c'est ça. Donc lui, Quesnel, avec sa sensibilité, avec son intelligence, avec sa maîtrise du médium, nous a raconté la même histoire qui repose sur les mêmes bases que l'enquête, mais il est allé complètement ailleurs. Oui, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est une bonne nouvelle, je trouve, de la bande dessinée québécoise. Et je sais pas si Michel Rabagliati se sent un peu moins responsable de porter ce fardeau-là, de dire, OK, là, il faut qu'il y ait un autre Paul. Parce que là, tout à coup, sinon, les gens ne reviennent pas à la bande dessinée en attendant. Et là, ça, je sens que c'est de moins en moins le cas. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Oui, puis aussi au niveau de la diversité, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on pense que la bande dessinée, c'est juste du style Michel Rabagliati, que ça peut être beaucoup plus large que ça et aussi intéressant. Bref. Oui, tout à fait. Oui, puis il faut viser la pluralité, il faut... Et quand tantôt tu parlais justement de la tradition en Europe où, là, je sais même plus, je connais plus les chiffres, mais je pense qu'on est rendu à pas loin de 7000 nouveautés francophones différentes par année, là, c'est possible, avec les rééditions, etc. en Europe. C'est sûr qu'ici, de toute façon, au Québec, on a de très grands talents qui travaillent pour le compte d'éditeurs européens parce qu'ils ne pourraient pas autrement faire cette bande dessinée-là ici. Justement pour les raisons que tu as évoquées. Tu sais, quand on pense à Jacques Lamontagne, à Voreau, à Jeff Bergeron, ces gars-là puis ces filles-là ne pourraient pas vivre de cet art-là en publiant ces mêmes albums-là ici. Non. Moi, le Wild West de Jacques Lamontagne, quand j'ai lu le premier tome, au niveau graphique, les bras m'ont tombé. Mais quel talent! Ah oui, c'est des talents incroyables. Mais cet album-là, édité au Québec, aurait vendu combien? Non, mais exactement. C'est parce que faut réaliser qu'il y a un lectorat particulier en Europe. Et c'est pas parce que, vu la quantité, tu importes cette recette-là ici que ça va fonctionner. Et que beaucoup des albums européens qui sont des grands succès là-bas, tu arrives ici, c'est des ventes faméliques. Oui, tout à fait. Faut réaliser ça. Tout à fait. Un petit peu. Je vais juste placer ça ici, excuse-moi. Oui, tout à fait, c'est famélique. Mais ceci dit, il y a des albums très très nichés qui en Europe ont des chiffres de vente similaires au Québec. Alors là, j'ignore comment les éditeurs font. Parce que bon, pendant longtemps, on disait au Québec, un éditeur qui réussit à vendre 1000 exemplaires d'un album, on sabre le champagne, peut-être plus la bière. Mais microbrasserie. Oui, quand même. Mais là, c'est ça, avec Le Petit Astronaute, on est dans une braquette d'un Paul de Michel Rabagliati, comme d'ailleurs l'album de René Lévesque, scénarisé par Marc Tessier, chez Moël Graphique aussi, qui a connu un immense succès. Et tout à coup, les gens qui ont été attirés vers cet album-là, c'est beaucoup plus des gens qui avaient une inclinaison pour le personnage politique que pour le médium de la bande dessinée. Oui, c'est ça. Il faut aller chercher les gens où ils sont. Hein? Ouais. C'est ça. Et donc, Le Petit Astronaute a une vie incroyable. Moi, je pense qu'il n'y a pas de précédent. En tout cas, moi, de mémoire, l'attachement et non seulement l'attachement à cet album-là, mais les réactions des lectrices et lecteurs à cet album-là, il y a quelque chose de profondément viscéral. Ah oui. Écoute, j'ai des gens, dit en toute humilité, mais en même temps, je te répète ce qu'on me dit, c'est que il y a des gens qui le lisent et c'est des gens qui vont aller en acheter 5 exemplaires. Parce qu'ils veulent absolument le faire lire à des gens. Ouais. J'ai un lectorat là, qui va de 5 à 90 ans parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas lire, qui viennent me demander des dédicaces parce qu'ils se le sont fait lire à répétition par leurs parents. Fait que c'est rare aussi d'avoir comme ça un album qui embrasse aussi large
multigénérationnel. C'est plus large que Tintin. Tintin, c'était 7,77, là. C'est ça, tu sais. Puis ça me touche énormément. Écoute, que dire de plus? C'est un livre qui sort du milieu littéraire carrément, parce que là, il commence à devenir lecture obligatoire dans des cours, dans l'enseignement, pour des gens qui étudient dans le domaine de la santé, le travail social, la formation des aides à domicile, des préposés, tu sais. Là, c'est large. Là. Donc, ça devient un outil, c'est extraordinaire. C'est pour un truc qu'on me répète beaucoup, parce que j'ai évidemment eu énormément de témoignages de gens qui ont vécu, de petits et de grands astronautes, de frères, de sœurs de petits astronautes, de parents. C'est la première fois qu'on se voit représenté. Ça, c'est extrêmement touchant de se faire dire ça, parce que à travers ça, tu te dis, OK, je suis content, ça a touché des gens, et je me retrouve un peu avec une responsabilité aussi avec ça, tu sais, de dire... c'est un peu comme, j'en viens avec, écoute, une analogie un peu étrange, là, mais quand Spielberg a fait Jurassic Park et qu'il s'est dit, je vais faire des dinosaures et dorénavant, ça va être l'image des dinosaures que les gens vont avoir, il faut que je fasse bien mes devoirs. Ouais, c'est une bonne analogie. Et moi, c'est ce que j'essayais de faire, parce que je me suis dit, là, il ne faut pas que je dessine ça n'importe comment. J'ai quand même pris soin d'aller dans les lieux, dans les centres de réadaptation, aller vraiment faire les véritables marchettes comme elles existent, dans les écoles adaptées, etc. Puis ça, je suis assez content, parce que visiblement, ça me revient, tu sais, en me disant... puis il y a des gens qui ont été extrêmement touchés. Écoute, j'ai eu des messages de gens qui travaillent dans le milieu, des gens qui travaillent, des orthophonistes, des physios, des ergos, extrêmement touchés par ça, parce qu'ils se reconnaissent. Puis c'est tellement un monde de l'ombre dans des gens qui sont dans des réseaux à part, qu'on ne voit pas, que de mettre ça un peu sur la place publique, ben écoute, et que j'ai l'aval aussi de tout ce petit milieu-là, cette petite communauté-là, moi, c'est vraiment le plus beau cadeau que j'ai pu recevoir. C'est un album qui est très important, et moi, je le ferais lire à toute la classe politique, lecture obligatoire. Évidemment, au Québec, le réseau de la santé s'invite constamment dans l'actualité, entre autres. Moi, c'est un album que je présente beaucoup en conférence lorsque je vais dans des organismes. Et c'est un album, moi, qui me permet d'aborder le thème de la différence. Et ça rejoint un peu ce que tu disais dans l'idée de la représentativité. Moi, c'est un album clé parce que ça me permet de dire à des aphasiques, à des trisomiques, à des gens, peu importe, à des gens qui ont des nouveaux arrivants ou des gens qui ont du mal à parler ou à lire. Ça me permet d'aborder la thématique de la différence. Et ce que je dis de cet album-là, c'est que, en fait, on est tous, dans une certaine mesure, au niveau métaphorique, des petits astronautes. Oui, tout à fait. Parce qu'on est tous différents. On est tous différents. Malheureusement, la société dans laquelle on vit n'est pas formatée pour embrasser cette différence-là. Non, c'est ça. Et comme rien n'arrive jamais pour rien dans la vie... un an après avoir lu ton album, Pierre Fournier, auteur, scénariste qui nous a quittés dernièrement, a été placé en CHSLD. Et là, tout à coup, je me suis mis à fréquenter ce milieu-là, dont je ne connaissais absolument rien. Et pour l'anecdote, Pierre avait du mal à un moment à se mouvoir. Mon père est décédé, il avait une marchette. Donc, moi, j'ai pris la marchette, j'ai dit à sa conjointe Denise, on va emmener ça au CHSLD, ayant la pensée magique, moi, qu'on arrive, on dit, et c'est ça. Donc, je suis arrivé avec ma marchette, et là, j'ai parlé à l'infirmier, le responsable de ce secteur-là. Il m'a dit, oh, non, c'est pas comme ça que ça marche, là, il faut que ça aille en comité, il faut signer un papier, il faut s'assurer de ci, de ça. Et pendant tout ce temps-là, Pierre, lui, a toujours autant de mal à se mouvoir, et il tombe, il perd l'équilibre, il se blesse. Tout ça pour des technicalités, parce que c'est très important d'aller en sous-comité et que la dite marchette coche toutes les cases. C'est complètement débile. Et là, on se dit, OK,
OK, donc on stationne des gens, on les montre pas, puis que ce soit au niveau des personnes âgées ou des gens qui ont des besoins différents, il faut pas les voir. Et quand on arrive là, on se rend compte que malgré toute la bonne volonté des gens qui travaillent là, des aides, des soignants, ces gens-là qui ont le cœur sur la main, ben ils se heurtent à une espèce d'absurdité. Comme la fameuse séquence dans les 12 travaux d'Astérix, là, quand il faut l'espèce de document. Mais c'est con. Et cet album-là, pour moi, Le Petit Astronaute, c'est ça. Et il y a une séquence, moi, dans l'album, où sur une narration, on voit un escalier en colimaçon l'hiver avec la neige. Et ça aussi, j'en parle souvent. Je dis, écoutez, il y a des facteurs à Montréal qui refusent d'aller porter le courrier parce qu'ils ne veulent pas se blesser. Comment font les gens à mobilité réduite qui habitent dans un 2e étage? Est-ce que la société a pensé à ça? Comment se fait-il que dans les stationnements de centres commerciaux, il y a 2-3 stationnements pour des personnes handicapées et que des gens qui ne sont pas handicapés vont prendre cette place-là? C'est des petites choses, mais en même temps, c'est ce qui fait que ces gens-là sont invisibles. Et pour moi, Le Petit Astronaute donne de la visibilité à ces gens-là. Et on s'interroge sur qu'est-ce que c'est au fait la normalité. Et est-ce qu'on gagnerait pas, nous, la société, justement, à embrasser la différence? Parce que, parce que quand on... Puis... En fait, j'en parle beaucoup, moi, à travers le microcosme d'une garderie. Ouais. Au moment où le petit homme finit par trouver une place en garderie. Puis ça, c'est une scène que moi j'ai vécue et qui m'a donné une leçon de vie dont je me rappelle encore aujourd'hui. C'est de voir la société réduite à 8 enfants de 2, 3 ans, 4 ans. Et tu mets un enfant là-dedans qui est handicapé, qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui ne peut pas s'alimenter seul. Mais tu regardes la réaction et tu te dis, OK, ces enfants-là m'ont servi une leçon. En fait, la différence, c'est nous qui la faisons. Pour eux, la société, à leur toute petite expérience de vie, elle est constituée de gens qui sont très différents. C'est mon grand-père, qu'il faut parler plus fort parce qu'il n'entend pas. C'est ma petite sœur bébé qui jette tout à terre, mais qu'il faut quand même que je l'intègre dans mes jeux. Voilà. Et donc, de voir un enfant qui est comme ça, différent, ben, il est différent, mais différent comme tous les autres, ce qui fait que la différence absolument est pas importante. C'est pas un tatouage, c'est pas... Et d'autant plus que, moi, ce que j'ai vu, c'est combien un enfant comme ça, qui est différent, va amener au groupe, de par la responsabilisation, de par, justement, le fait qu'il soit exposé à des gens qui ont des enjeux complètement différents. Et tu te dis, moi, je repense à ces enfants-là qui étaient avec mon fils, et je me dis, sans le savoir, on a fait des petits ambassadeurs, des gens qui ont vécu une belle expérience de l'inclusion et que, dorénavant, eux autres, quand on va parler d'inclusion, quand on va parler de handicap, ils vont avoir une image positive. Et le problème qu'on a, c'est que, par exemple, dans le cas de handicap lourd, comme mon fils, le polyhandicap, dès qu'ils arrivent à l'âge scolaire, on les met dans un réseau à part. Donc, mon fils, à partir du moment où il a été scolarisé, il n'a plus été en contact avec un enfant non handicapé. Mis à part cousins, enfants d'amis, la famille, etc. Alors, imagine comment... et avec cette espèce de pensée magique de dire, on va les mettre tous ensemble et ils vont comme communiquer mieux entre eux autres, comme s'ils avaient un langage particulier. Il y a pas de langage. Ils vont faire des amis entre eux autres, ça va de soi, alors que c'est tous des enfants qui ont quelque part des problèmes d'élocution, des problèmes intellectuels, de déficience, etc. Alors, tu te dis, mais on complique les choses. Tout ça parce qu'il faut absolument qu'on mette les gens dans des colonnes, même les gens qui, par essence, ne peuvent pas rentrer dans des colonnes. Oui, il faut leur en créer. Il faut leur en créer, exactement. Alors que, tu sais, par exemple, en Norvège, les centres pour personnes âgées sont annexés à des services de garde. Alors, je trouve que c'est une idée extraordinaire parce que les enfants et les aînés s'apportent mutuellement. Oui, tout à fait. Mais tu sais, il existe, je ne sais pas si ça existe encore, mais dans le système anglophone, il existait une école qui était une école de quartier qui était à côté d'un centre de réadaptation
l'équivalent d'où est en fait un centre de réadaptation et une école pour enfants lourdement handicapés. Et ils avaient fait une espèce de projet de partenariat avec les deux où les enfants de l'école régulière allaient participer à certaines activités en classe avec... Et il y avait une liste d'attente, mais la liste d'attente, elle était pour les enfants du régulier. Les parents mettaient leurs enfants sur une liste d'attente parce qu'ils voulaient absolument que ces enfants-là aillent voir un peu comment ça se passait dans une école comme ça, aider, se responsabiliser, etc. Ce qui est très près de la culture anglophone, qui est très axée sur la communauté, beaucoup plus qu'ici où nous, on a remis beaucoup nos responsabilités collectives entre les mains du gouvernement. Avec les résultats que ça donne. Avec les résultats que ça donne, mais ceci dit, bon, c'est un choix de société, je te dirais, c'est très, très différent. Mais tout ça pour dire que c'est possible. C'est possible. Voilà. Suite à cet album-là, j'imagine que, comme auteur, tu vas avoir envie d'aller ailleurs, justement, pour pas devenir une espèce de porte-étendard ou de... Est-ce qu'il y a pas un danger, mais avec un succès tel, et après avoir réussi à toucher le cœur des gens de manière si particulière, comment tu abordes le travail d'un prochain album? Ben, écoute, inutile de te dire que c'est comme un poids. Parce que les gens... Mais moi, j'ai l'habitude, j'ai toujours fait de la bande dessinée avec l'idée que je m'en vais toujours ailleurs. Je suis passé de Jérôme Bigras à Memoria, après ça, La femme aux cartes postales, Le petit astronaute. Fait qu'après ça, l'idée, c'est de m'en aller ailleurs. Évidemment, c'est laborieux, c'est difficile parce que c'est faire table rase de ce que tu as fait et t'en aller dans un domaine que tu connais pas. Fait que, mais pour moi, ça va de soi. Je pourrais pas faire une suite au Petit Astronaute de toute façon. Et puis écoute, Le Petit Astronaute, c'est très particulier. Pour moi, c'est une concentration de 15 ans de ma vie. C'est un scénario qui s'est écrit presque tout seul. Contrairement aux autres où c'est des scénarios très construits où je me suis arraché les cheveux, que ce soit pour Le fond du trou ou que ce soit pour les autres. Nous, on en parlera. C'est difficile la scénarisation parce que c'est une architecture à créer. Celui-ci, vraiment, il a été relativement facile à construire à partir du moment où j'ai eu je te dirais le squelette, puis je savais comment finirait cette histoire-là. Fait que voilà, donc je pense que je vais d'office m'en aller vers une autre direction, c'est clair. Ceci dit, Le Petit Astronaute, de manière, je dirais, satellitaire, crée d'autres objets, comme par exemple le balado qui a été produit dans le cadre de Radio-Canada, qu'on peut écouter sur Audio, l'application de la radio de Radio-Canada. Une adaptation extraordinaire. Alors, comment je pourrais dire? C'est une autre manière de vivre littéralement l'expérience qu'est Le Petit Astronaute, de manière sensorielle et de manière auditive. Il y a un travail admirable au niveau de l'ambiance, de la construction sonore dans ce balado-là. Et en toute honnêteté, moi, Jean-Paul, qui est un grand consommateur de balado, autant en fiction qu'en information, je n'ai jamais entendu rien de tel. Alors moi, j'aimerais que tu me parles un peu de comment est né ce projet-là de balado, combien de temps vous avez mis à travailler, parce que c'est immense, c'est d'une beauté, vraiment. Alors, comment est né ce projet-là? Alors, écoute, donc c'est ma blonde, Marie Caillé, qui l'a réalisé. Elle est réalisatrice à Radio-Canada. Ça donne bien. Oui. Marie et moi, on avait déjà eu l'idée d'adapter de la bande dessinée. On avait déjà eu l'idée, d'ailleurs, pour La femme aux cartes postales. On avait fait un démo pour essayer de... On est ailleurs. C'est plus long aussi, mais bref, ça n'a jamais trouvé preneur. Mais on avait cette idée-là qui nous revenait. Et quand Le Petit Astronaute est sorti, à un moment donné, j'ai eu un appel de Radio-Canada me disant on est intéressé à faire ça. Mon Dieu, oui, super. Mais là, moi, pour tous des projets d'adaptation, moi, ce que je demande, évidemment, c'est d'avoir un droit de regard sur la réalisation, parce qu'à partir du moment où tu dis oui, il faut que tu fasses confiance à la personne qui va devoir prendre les décisions, parce que tu ne seras pas là pour le faire. Puis là, moi, comme ça donne que Marie est réalisatrice, justement, à Radio-Canada,
Elle connaît l'histoire au point d'avoir inspiré un des personnages. Elle connaît le milieu. Elle sait exactement quand on parle de multi-handicap, polyhandicap, d'écoles spécialisées, de centres de réadaptation. Elle sait exactement de quoi il s'agit. On n'a pas besoin de se parler. Elle voit des personnages, elle sait à qui je fais allusion. Et je me suis dit, c'est la réalisatrice parfaite pour faire ça. Donc, écoute, on est parti comme ça. Et Marie a un background en cinéma. Et elle a travaillé, je pense, pendant presque 15 ans, je pense, en cinéma. Donc, elle a encore un réseau. Un réseau. Elle est allée chercher beaucoup plus du côté du cinéma des techniciens, dont un designer sonore, Olivier Calvert, qui est un gars qui a fait The Arrival. Il a travaillé sur des énormes films. Des petites affaires. Des petites affaires, mais très engagé. Ouais. Et je te dirais que ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que Le Petit Astronaute a ouvert beaucoup de portes. Tous les gens qu'on a, à partir du moment où on disait Le Petit Astronaute, tous les gens disaient oui. On a fait faire des auditions. Écoute, on a eu quantité de A. Devoir faire des choix. C'est sûr. Et donc, tout ça s'est fait, mais toujours avec l'idée qu'on ne prendra pas des sons en canne, on ne fera pas... ça ne sera pas un simple livre lu, pour la simple et bonne raison qu'on est en bande dessinée. À partir du moment où tu enlèves les images, c'est incompréhensible. Alors moi, ça m'a demandé, premièrement, une réécriture de mon côté, importante. Oui. Il y a des scènes qui ont disparu, des scènes qui ont été retravaillées pour qu'on puisse les comprendre, parce que la mise en scène ne pouvait pas être comprise rien qu'à l'audio. Donc, il a fallu repenser ça. Et aussi, on est allé chercher vraiment les ambiances sonores sur place. Moi, j'ai des gens qui sont venus enregistrer à la maison mon plancher qui craque. On est allé dans la cour d'école de ma fille, aller enregistrer avec la corde de l'école, enregistrer les enfants qui jouent. On est allé à l'école spécialisée de mon fils pour aller enregistrer des enfants en situation de handicap. Et écoute, le plus grand... Par hasard, je vais te faire une histoire courte, mais une des personnes que Radio-Canada avait rejoint pour essayer de mettre le scénario de BD en scénario écrit, une comédienne de formation qui écrit, elle a dit, écoute, j'ai pas le temps, pour le moment j'enseigne le théâtre. Elle enseignait où? À l'école spécialisée. Et donc, on lui a dit, ben écoute, et elle nous a dit, ben écoute, je trouve ça fabuleux comme projet, j'en fais le projet de théâtre de ma classe. Ah bon? Et tous les enfants ont appris le texte de la scène. Et on est allé là. Écoute, c'était un moment hyper émouvant. Les techniciens de Radio-Can avec ma blonde, avec les perches, avec les micros, avec les momoutes, là, devant les enfants handicapés, où chacun, leur tour, disait le texte. Certains non-verbaux. Mais ils avaient appris le texte. Fait qu'on faisait semblant de les enregistrer quand même pour prendre le meilleur et faire la sélection à la fin. On a trouvé... Alors, autre grosse question qui s'est posée, c'est Tom. Tom est un enfant non-verbal, mais on est à l'audio. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut lui faire émettre des sons. On a eu 3 tomes. On a eu l'aide d'un organisme, Je me fais une place en garderie, qui nous a trouvé des enfants qui semblaient correspondre. On est rentré en contact avec les parents, on a expliqué le projet et on est allé les enregistrer. Puis toujours, écoute, ils émettent des sons. Nous autres, on a découpé ces sons-là pour essayer d'en faire des catégories. Heureux, ils chignent, tout ça, pour en faire une espèce de vocabulaire qu'on allait mettre aux bons endroits pour signaler sa présence dans les scènes. Tu vois? On est allé sur la Plaza Saint-Hubert enregistrer la pluie sur le petit toit du trottoir. Oui, exactement. Donc, tout ça s'est fait in situ. Ici, la poulie de la corde à linge de ma voisine, les chiens au loin. Et tout ça s'est fait vraiment, c'est une construction de plusieurs couches, je ne sais plus combien de pistes il y a, mais qui se superposent pour créer cet effet tridimensionnel que tu as quand tu te mets les coquilles sur les oreilles. Je serais curieux de voir l'écran de montage, là, le nombre de strates. Moi, je t'en parle comme si j'y étais, mais c'était vraiment entre les mains de Marie particulièrement et des techniciens. Mais oui, non, c'était vraiment monstrueux comme travail. Là. Parce que c'est pas un livre audio, tu le disais d'entrée de jeu, et c'est important parce que, par exemple, pour le bénéfice des auditrices, auditeurs, un livre audio, généralement, là, un livre de 300 pages, c'est, disons...
et qu'il y a un seul lecteur ou une seule lectrice, c'est 3 blocs de 8 heures. Ouais, c'est long, ouais. Ouais, mais en même temps, il n'y a pas de répétition. Vous arrivez, vous allumez le micro, vous lisez un nombre X de pages. Il faut que ça rentre dans l'horaire. Donc, on peaufine pas, là. On est dans l'exécution. Oui, et puis comme c'est un roman, d'habitude, le gros repose dans la bouche du narrateur. Donc, il y a un narrateur qui mène l'histoire, on a quand même une narratrice dans Le Petit Astronaute, mais qui a beaucoup moins de place. C'est pas un livre qu'on lit, c'est une histoire qui se raconte. Là. Ben, c'est un livre qu'on vit. D'ailleurs, la séquence d'ouverture, l'arrivée de Tom avec la carlingue qui craque. Ah, c'est fabuleux, ça. Ouais. C'est fou. C'est admirable. Et autant pour moi, Le Petit Astronaute, la bande dessinée, a relevé de plusieurs barres le niveau à atteindre dans la bande dessinée québécoise, autant le balado, c'est la même chose. Après Le Petit Astronaute en version audio, je pense pas qu'on va comment je pourrais dire... qu'on va faire encore du balado comme on le faisait avant. C'est-à-dire que là... Mais c'est un balado qui demande une réécriture. Puis c'est ça la base. C'est que tu peux pas prendre un livre et de dire je vais le mettre en mode balado. Pour un balado comme ça, il faut le réécrire. Il faut en faire un film. C'est un peu comme l'adaptation d'un roman en film. C'est une réécriture complète. Ben, en fait, moi, ça m'a fait beaucoup penser, puis j'ai cet âge-là, des beaux dimanches, des des téléthéâtres, où là, tout à coup... si on joue une pièce de Shakespeare à l'écran au Québec, on n'a pas les moyens de se taper Jules César puis d'avoir 75 gardes. Alors, comment fait-on pour essayer, avec les moyens du bord, de rendre ça crédible? Pour moi, il y a quelque chose du radiothéâtre aussi parce qu'il y a la performance, elle est là. Oui, les performances des comédiens. On a beaucoup... moi, j'admire tout le travail qui a été fait là-dessus. Parce que, encore une fois, on jouait avec des enfants. Et les enfants, c'est terriblement difficile. On a eu, pour moi, les plus grands comédiens, ce sont les enfants dans toute la distribution. Ils sont merveilleux. Mais tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi les enfants. Les enfants n'ont pas de... Comment je pourrais dire? Un acteur a constamment son regard sur son travail. Il est conscient. Il y a une omniscience, si on veut. Alors que l'enfant, lui, il est dans le moment présent. Un enfant ne joue. Si vous regardez deux enfants jouer ensemble et qui jouent des personnages, c'est toujours vrai parce qu'ils sont dans le moment présent et ils sont jamais dans l'idée de... Ils sont pas conscients qu'ils sont en représentation. Oui, mais encore faut-il que ce soit écrit. Ah oui! De la bonne façon pour les enfants. Puis c'est là que c'est tricky. Parce que des enfants, c'est capable de... Tu peux pas demander à un enfant de comprendre quelque chose qu'il ne peut pas comprendre dans l'intention. Non. Et c'est là que moi, il a fallu que... il y a eu des allers-retours à ce niveau-là pour être bien sûr que les mots rentrent bien dans leur bouche, que ça n'ait pas l'air d'être plaqué, que ça aille avec leur âge aussi, ou l'âge qu'ils sont supposés avoir à l'audio. Mais ça peut être très, très faux des enfants. Parce qu'ils ne sont pas tous bons. Loin de là. En fait, c'est même très difficile d'avoir des enfants qui jouent bien parce que c'est comme un comédien adulte, quand tu lui dis « OK, mets-toi en mode jeu ». Et là, tout à coup, on se met à chanter. C'est-à-dire que, oui, c'est difficile en même temps. Les enfants, quand ils ne sont pas dans un cadre professionnel de jeu, il y a quelque chose de spontané. Évidemment, quand on arrive dans le cadre d'une prise de son, d'éclairage, de texte, là, tout à coup, on est dans la performance. Et un enfant... c'est tout ou rien. Hein? Alors, il y a des enfants qui sont des grands talents, qui sont formidables. Il y en a effectivement que c'est plus difficile. Ah oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, au niveau de l'écriture, toi, tu as eu à t'adapter beaucoup, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. J'ai eu à m'adapter. Beaucoup d'écriture aussi de toutes sortes, parce que c'est des écritures que je n'ai pas l'habitude de faire en bande dessinée. Il faut que je continue à écrire les dialogues des conversations qu'il y a en arrière. Alors, toute la famille est là. Moi, il faut que j'écrive pour les gens qui sont en arrière et les sujets de conversation, ce sera quoi? Et puis... Et tout ça, encore une fois, amputé de l'image. Donc, on ne raconte pas de la même manière. Non, exactement. Parce que l'image est une écriture auquel on n'a pas accès à l'audio. Oui, et en plus de ça, il y a la caméra. J'emploie le mot caméra parce qu'on est à l'audio, mais c'est en fait le déplacement du micro. C'est que le micro, lui, va suivre certains
personnages plus que d'autres qui sont en train de se déplacer dans une salle où on passe de la cuisine au salon, par exemple. Et tout ça, il faut l'induire à travers la bande son. Et c'est là que tu vois l'expérience d'Olivier Calvert, par exemple, qui nous dit « Ah non, on va mettre une petite musique d'ambiance qui va monter de volume pour comprendre qu'on est en train de quitter la pièce pour aller ailleurs, etc. » Et bref, tout ça, c'est quelque chose que j'ai pas, moi, quand je fais de la bande dessinée. Et c'est pour ça que c'est bizarre, parce qu'il n'y a pas d'image, et j'ai l'impression d'avoir presque fait du cinéma, en fait, avec ce projet-là. Ben c'est ça, parce qu'il y a une direction d'acteur, parce que tout à coup, le dialogue est différent aussi. Ouais. Le rapport au dialogue dans une bande dessinée versus l'audio, c'est complètement autre chose. Le jeu des acteurs, évidemment, la distribution, elle est hallucinante. Moi, je salue ma collègue Catherine Proulemé, que j'ai toujours trouvée fabuleuse, extraordinaire. Ouais, elle est... Une justesse et d'une intelligence. Oui. Elle nous rajoutait ce qu'il fallait au bon endroit. Elle était à l'écoute du personnage. Elle nous a proposé des choses. C'était toujours tout à fait à la bonne place. Tu sais, il y a des comédiens comme ça que tu te dis, c'est un plus. Non seulement ils jouent bien, mais en plus, ils vont amener quelque chose parce qu'ils vont comprendre le personnage différemment de toi. Et ça va amener un plus. Et ce sont des bons techniciens aussi. Parce que le truc avec l'acteur, c'est que oui, un talent brut, c'est formidable. Mais encore faut-il que ça s'inscrive dans une mécanique. Ouais. Et pour moi, Catherine Proulemé, je l'écoute là-dedans. Et je me rappelle à quel point c'est une incroyable technicienne. Parce qu'au niveau de la pose de voix, de la respiration, du rythme, au-delà du talent, tout est là. Il faut dire qu'on a eu aussi les coups des franches pour faire... Écoute, on a pris notre temps. Je veux dire, c'était 8 takes, tu sais, 8 prises pour être sûr d'avoir la bonne, puis réessayer. Essayez-moi une autre intention, plutôt comme ci, plutôt comme ça. Ben, ça, c'est du cinéma aussi. Exactement. Dans une moindre mesure. On s'entend qu'au Québec, du cinéma... Oui, c'est fait pas mal plus vite, là. Mais, 8 takes, on se rend exactement. Et en plus, c'est qu'on n'avait pas le poids de la caméra comme au cinéma. On n'avait pas le poids les comédiens pouvaient se concentrer sur leur voix. Et ça, écoute, c'est énorme parce qu'on n'est pas là à essayer de suivre le X pour être bien sûr que je suis au bon endroit où on m'a dit en fonction de la caméra, etc. Mais en même temps, pour en avoir fait du radiothéâtre à Radio-Canada à l'époque où ça se faisait encore, moi j'ai fait partie, pour la petite anecdote, j'ai été de la dernière adaptation d'une pièce de théâtre radiophonique. Ils ont fermé le studio après nous. OK. Et d'autres ont fermé la tour après. Oui, c'est ça. Vous autres, oui, c'est ça. Mais ce qui est admirable, c'est que j'ai compris comme acteur, comme interprète, que le micro, c'est une caméra en gros plan. Et ça, on s'attend... Quand on fait de la chronique, c'est pas pareil. Mais quand on fait du jeu pour le micro, ça demande une justesse et une subtilité parce que tout à coup, c'est l'équivalent d'une caméra. On parle de caméra, là, mais de cadrer gros plan. Oui, tout à fait. Et ça exige une grande justesse parce que dès qu'on est à côté, c'est comme un gros plan au cinéma quand l'acteur grimace, ça fonctionne pas. Oui, tout à fait. C'est admirable. Le travail que vous avez fait avec cette version-là, vraiment, moi, je pense que ça fera école. Il y aura un avant et un après Petit Astronaute, tant au niveau de la bande dessinée qu'au niveau de l'audio. Donc, chapeau bas à tous les gens qui ont été de cette aventure. Oui. Puis la musique aussi, Alexis Dumais, qui nous a fait une superbe bande-son, avec les moyens du bord aussi, parce qu'on n'avait pas les budgets pour de la musique cinématographique. Et en même temps, quel travail, là, tu sais. Oui, parce que c'est pas de la musique en canne, là. Oh non, réussir à insuffler la bonne émotion et pas surjouer, pas faire double emploi. C'est là que tu vois l'expérience des gens, là, tu sais, quand ils t'arrivent avec ça, puis tu te dis, j'avais pas pensé à ça, puis mais c'est vrai. Et à la fois, c'est complexe aussi. Et que, tu sais, quand tu disais tantôt que on ne remet pas notre projet dans les mains de n'importe qui parce que ça prend beaucoup de confiance, la bande dessinée, ça se fait relativement à peu de personnes. Oui, tout à fait. Alors que là, dans une chaîne, comme le balado, comme le cinéma ou comme la télévision, ça demande que tout le monde soit à sa place, sur son X, que tout le monde travaille. Et malheureusement, c'est pas tout le temps le cas. Des fois, la vie ou des problèmes d'horaire ou d'argent souvent font en sorte que des fois, le produit n'est pas tout à fait ce qu'il devrait être. Alors que là, dans Le Petit Astronaute, je le dis encore, moi, j'ai été soufflé
de cette adaptation-là. Donc, moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir parce que comme le livre a connu un gros succès, tu te dis, il y a quand même pas mal de chances de se planter, tu sais, parce que les gens soient déçus. Pour le moment, tout ce que j'ai comme commentaire, c'est hyper positif. Les gens ont été émus aux larmes à la fin. Et pour moi, ça, c'est vraiment la signification d'un pari qui est remporté. Ben, moi, je te dirais même dès le début. Là. Moi, dès la séquence du cockpit, oui, celle-là, elle est quelque chose. On installe tout se comprend dans la première scène, en fait. C'est comme un coup de pied d'en face. C'est une entrée en matière. Oui, tout à fait. Je veux dire, après ça, on est accroché. On peut pas... On peut pas mettre ça sur pause. Là. On est parti pour la ride. Là. Ouais, vraiment bravo. Avant de terminer cet épisode-là, je voudrais quand même aussi saisir l'occasion de la sortie prochaine, imminente, de la nouvelle édition du Fond du Trou. Exact. Album qui est paru en 2011. 2000, je pense. On va regarder. Je pense que c'est 2011, que je dise pas de bêtises. C'est où donc? 2011, oui. Oui, voilà, ok. Donc, 2011. Jérôme Bigras, personnage que tu as créé dans les pages du défunt magazine humoristique Crow. Personnage qui avait connu... jusque-là, de courtes aventures variant au niveau de la durée de 2 à 4 planches, généralement, c'était ça. Et là, c'est la première fois que dans le Fond du Trou, on a une longue aventure de Jérôme Bigras. L'album Le Fond du Trou est flanqué physiquement d'un trou. Contrainte formelle dont tu tiens compte dans ton histoire. Pari complètement fou, encore une fois. Parce que, évidemment, et tu fais référence dans l'album à l'origine de Marc-Antoine Mathieu, qui avait fait dans son album un trou de matière, un trou dans une case. Et là, quand on fond du trou, on fait « Ah non, là, c'est pas une case, c'est l'album au complet. » Et donc, cet album-là, ce qui est extraordinaire, je trouve, c'est que là, il y a plein de lecteurs, lectrices qui t'ont découvert... en partie avec la femme aux cartes postales, mais surtout avec le petit astronaute. Et il y a de ces lecteurs et lectrices-là qui n'ont aucune idée de qui est Jérôme Bigras. Exactement. Et ça, c'est complètement fou. Oui. Mais ceci dit, j'ai l'impression que c'est à chaque fois que je sors un album, c'est ce qui arrive, c'est que je vais chercher chaque fois des nouveaux lecteurs. Et quand j'ai fait La femme aux cartes postales, les gens ne réalisaient pas que j'avais fait Memoria avant. Memoria, ils ne savaient pas que j'étais celui qui faisait Bigras, et ainsi de suite. Le petit astronaute, encore là, tu sais, les gens ne savaient pas d'où je venais. Puis, ils vont redécouvrir Le Fond du Trou, mais j'ai l'impression d'avoir fait quelquefois des albums qui n'ont pas rejoint leur monde au moment où ils sont sortis. Exactement. C'est quelque chose qui revient souvent avec mes albums. Memoria, c'est ça, avec Exactement, Claude. Memoria, c'est ça. Cet album-là qui est paru en 2 volumes au début des années 2000. Est-ce que le public était prêt à ça? Le milieu était prêt à ça? Exactement, mais la question, elle est là. C'est que là, tu regardes l'effervescence au niveau de la bande dessinée, le public québécois qu'il y a aujourd'hui, puis tu te dis, ah mon Dieu, si j'avais sorti Le Fond du Trou aujourd'hui, j'aurais rejoint beaucoup plus de monde. Ce qui fait que comme l'album était discontinué depuis quelques années déjà, on avait l'idée déjà de refaire ça. Puis comme j'expliquais à Martin à la Pastèque, je disais, tu sais, Le Fond du Trou, il n'a pas trouvé son public. Non. Puis, je suis sûr qu'aujourd'hui, avec le petit astronaute, la femme aux cartes postales, il y a des gens qui vont être curieux de voir. Et en même temps, on est complètement ailleurs, mais c'est une expérience, c'est un voyage circonscrit. Que je te fais entre la première page et la dernière page. C'est une montagne russe dans laquelle tu vas t'avancer. C'est complètement différent et en même temps, j'ai hâte de voir en fait la réaction des gens. En fait, et en plus, là, la nouvelle édition sera en couleur. En couleur. Tel qu'avait été pensé au point de départ ce projet-là. Parce que première... C'est vrai, toi, tu es au courant de choses. Oui, moi je suis au courant de choses et je vais les partager au micro. Alors, une première mouture, donc une dizaine de planches, avait été publiée à l'époque en 2004 dans le magazine Safari. Oui, c'est vrai. Le trou, en fait, physiquement, il n'était pas là. C'est-à-dire que au point de départ,
on voyait dans l'espace du trou la page précédente ou la page suivante, la portion. Oui. À un moment donné, ils ont abandonné ça en cours de route dans Safari. Oui. Ils ont comme jeté la serviette. Bon, je reviendrai pas là-dessus. D'ailleurs, ça, il y aurait matière à... Je sais pas si ça serait un long article, là, mais d'aborder ça, justement, les auteurs de crocs qui sont passés dans les pages de Safari, mais de façon très... Bref, dans ton cas, toi, tu avais déjà animé une série en noir et blanc de quelques numéros. Mais c'est ça, donc la première mouture du fond du trou que tu as redessinée, elle était quand même en couleur. Et là, non seulement l'album 2023 sera en couleur, mais il sera flanqué d'une couverture rigide. Couverture rigide, ça, ce qui rajoute à la tridimensionnalité de l'objet. Tout à fait. Ouais. Non, ça, je suis très content pour ça. Mais tu sais, c'est un album, initialement, avant tout, là, tant que je dise pas de bêtises, c'était avant Safari. J'avais déjà des pages couleurs. C'est une époque, je n'étais même pas encore à la Pastèque. Parce que moi, quand la Pastèque m'ont approché pour publier des tondeuses et des hommes, j'étais en train de travailler sur le fond du trou. Alors, je leur disais, oui, OK, c'est le fun, mais là, c'est parce que j'ai un autre album sur lequel je travaille. Ah ben, eux autres, évidemment, ben oui, super, allons-y. D'ailleurs, des tondeuses et des hommes, on pourrait dire que c'est un assemblage de... Oui, c'est presque une anthologie de ce que j'ai fait dans le Et on a marché sur mon gazon. Voilà, exactement. Et donc, j'avais fait un démo de une dizaine de pages, et que j'ai envoyé en Europe, que j'ai envoyé un peu partout. Et j'ai reçu des commentaires un peu polis. Bravo pour le dessin, mais quelqu'un qui veut faire des trous dans nos albums. En fait, c'est chaque fois mon problème. C'est des albums concept. Il faudrait presque que je le finisse au complet pour leur envoyer, pour qu'ils comprennent. Alors, quand tu arrives avec 10 pages, ils ne sont pas trop sûrs où tu veux t'en aller. Mais bref, ça n'avait pas fonctionné. Donc, je m'étais retrouvé un peu avec ce projet-là quand la Pastèque m'en a parlé. Sauf qu'évidemment, ça représentait... tout un défi, le trou. À l'époque, moi, j'étais connu pour faire du noir et blanc. Alors, on s'est dit, écoute, on le fait, mais ça va être en noir et blanc. Et ça a été un peu le... Ils ont dû construire, l'imprimeur a dû construire... Ah oui, ça a été toute une histoire, parce qu'il fallait dans le cas de l'album Souple, la première édition, il a fallu qu'il fasse le trou dans les pages et le trou, la couverture à part. Et une fois qu'on le relie, il faut que ça tombe au bon endroit. Imagine le défi. Léger stress, hein? J'ai eu un souper un jour, une fois quand c'est sorti avec l'imprimeur qui m'a dit « Refais plus jamais ça. » Mais d'ailleurs, il faut le dire, pour le bénéfice des gens qui ne connaissent pas Jérôme Bigras, à l'origine, la contrainte formelle dans les gags en 4 planches est arrivée quand même relativement rapidement. Et il y a eu de la transparence, il y a eu plein de procédés. Moi, il y a un gag aussi où Jérôme Bigras, il y a une histoire où il passe des auditions. Alors, il est assis à côté d'Obélix. Oui, c'est ça. Ben, d'ailleurs, des tondeuses et des hommes, là, je veux dire, après le fond du trou, il va sûrement... Ben oui, écoute, il y en a question, c'est sûr. Et est-ce qu'il est question d'ajouter, d'ailleurs, les planches que tu as réalisées pour Crocs Nouvelle Mouture, hein? Il y a 3 numéros qui sont parus. Oui. Ben écoute, on n'en a pas parlé comme ça. Je sais qu'avec Martin, là, on a mis un peu bout à bout tout ce qu'il y avait, tout ce que j'avais, et tout ce qui a été fait depuis. Parce que ton gag, je pense que c'est dans le nouveau Croc, le numéro 3, sur les conspirationnistes. Oui. Ça, je me suis bien amusé. Ce gag-là, il est formidable. Si jamais il n'est pas dans l'album... Je vais faire comme Julie Snyder pour Céline Dion. Je vais aller manifester. Ah oui, devant la Pastèque. Devant la Pastèque. Mais oui, donc... mais d'ailleurs, comment c'est de revenir à Jérôme Bigras? Parce que dans le cas des Crocs qui sont parus en 2019-2020... mon Dieu, quel timing de schnout avec la pandémie. Avec la pandémie. Mais c'était comment? Parce que moi, comme lecteur, je me suis dit, mon Dieu, il n'a jamais quitté Jérôme. Oui. Ben, quand même, non, c'était pas évident. C'était pas facile. Je n'étais plus du tout là-dedans. Premièrement, il y a la manière de dessiner. C'était pas du tout mon dessin. Je suis rendu ailleurs. Donc, de me remettre là-dedans. Et puis, c'est le plaisir de retravailler avec eux autres. Là, c'est comme une vieille gang là, qui dit hey, on se fait un conventum. Oui. La Ligue du vieux poil. La Ligue du vieux poil. Fait que c'est sûr, c'était le fun de faire ça dans cet esprit-là. Mais je dois t'avouer que oui, non. Je voulais pas décevoir. Je voulais vraiment faire quelque chose à la hauteur de ce que les gens pouvaient attendre.
Mais c'est sûr que je remets des souliers qui me font plus, là, en tout cas, moi, comme lecteur, je trouvais que j'avais l'impression que les pantoufles, j'avais l'impression que tu chaussais des pantoufles et que c'était reparti. Oui, exactement. Non, mais je te dirais que ce qui a été difficile, c'est de re-rentrer là-dedans pour un seul numéro. Si jamais j'avais eu à faire quelque chose de plus long, probablement j'aurais pris mon pied et j'aurais eu une vitesse de croisière aussi. Dans ce cas-là, c'était laborieux de se remettre dans cet esprit-là pour pondre 2 pages. Là, c'était pas facile. Mais quel plaisir, c'était quel plaisir de retrouver Jérôme. Et j'espère qu'il y aura d'autres numéros de Crow. Là, ça, je sais pas. Je suis pas dans le secret des dieux. Je sais que ça dépend, entre autres, de Québécois. Ça dépend d'un paquet de facteurs. Je sais pas où Hélène Fleury en est avec ça aussi. Parce qu'encore une fois, je trouvais l'idée admirable du fait que ça permettait à des nouveaux lecteurs de découvrir ce qui était ce magazine-là, mais aussi d'entrer en contact avec non seulement des plumes, mais des auteurs et des autrices de bande dessinée. Tu sais, une planche de Michel dans le premier numéro de Michel Abagati, c'est quand même pas banal. Non, de voir Claude Cloutier qui reprend Gilles Lajungle, tu fais, oh mon Dieu, mais en même temps, il y a plein de nouveaux lecteurs, lectrices qui ont mis la main là-dessus et qui se sont dit, mais c'est quoi ça? Et probablement qu'il y a des lecteurs, lectrices qui ont fait Jean-Paul Hyde. Ah ouais, ça me dit quelque chose. La femme aux cartes postales. Ouais, là, on est complètement ailleurs. On est complètement ailleurs, non, c'est clair. Oui, mais puis c'était une autre époque, hein. Tu sais, écoute, c'est l'époque du magazine. Ça n'existe plus. Ou à peu près plus. Mais là, tu sais qu'ils vont sortir un numéro spécial à l'automne prochain de Tintin. Ben oui, j'ai lu ça. Ouais, mais c'est un coup. Oui, mais c'est un peu à la manière de Crow. Là. C'est pas, je pense qu'il y a une part de nostalgie là-dedans. Ils vont aller chercher. Mais dans le cas de Tintin, t'en as du nostalgique. Il y a dans des festivals de BD, il y en a du nostalgique. C'est un marché, le nostalgique. Très lucratif, dirons-nous. Probablement, d'ailleurs. En effet. Fait que, non, c'est sûr que c'est un projet qui est presque gagné d'avance, là, c'est clair. Ben, écoute, je te souhaite la santé et l'inspiration pour encore longtemps, parce que... parce qu'il y a des vieux routards comme moi qui lisent depuis tellement longtemps, mais il y a des nouveaux lecteurs et des nouvelles lectrices qui, eux, ils veulent aussi, ils en veulent. Donc, je te souhaite l'inspiration, la santé, la paix d'esprit. Voilà. C'est bon, c'est un bon départ, ça. Je nous souhaite, après après la réédition du Fond du Trou, là, des tondeuses et des hommes quand même. Là, allons-y, réglons ce dossier. Réglons le dossier, que ça soit accessible à tous, là, voilà. Exact. Puis, moi, je serais encore très heureux... de revenir dans ma cuisine? Oui! Ben oui, évidemment. Ben, d'ailleurs, merci beaucoup d'avoir été le premier à tester la disco mobile. MCJD. Alors, merci beaucoup. Et encore une fois, félicitations pour le balado, pour l'album Le Petit Astronaute. Je sais que l'artiste, dans son ADN, est un être qui doute parfois. Et j'ai le bonheur et j'ai l'opportunité de te le dire en pleine face, tu es un de nos grands. Et Jean-Paul, bravo, longue vie à toi. Et merci de m'avoir reçu dans ta cuisine. Merci Jean-Dominique. Pour suivre Jean-Paul Hyde, rendez-vous au bd-hyde.com. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour nous suivre, rendez-vous au rss.com/podcast /entre deux cases. À bientôt.